Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Oui, Quand un soldat, très belle chanson de Francis Lemarque, chantée par Yves Montand, Quand un soldat, et oui, mais quand un soldat s'en va en guerre, quand un soldat revient de guerre, et pendant ce temps, la guerre est là, la guerre est là, la guerre est aujourd'hui en Europe, elle est aujourd'hui en Ukraine, dans le Donbass, et les répercussions sont mondiales, on le sait, on en parle suffisamment, on est à quelques jours du 24 février, le jour du déclenchement de l'opération spéciale de Russes. Certains disent agression, d'autres disent invasion, d'autres disent défense, enfin, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, vous savez, on parle beaucoup dans les studios, on a les généraux de plateau, on a beaucoup de gens qui viennent, et puis il y a quand même des journalistes, et heureusement, de part et d'autre, et de partout, qui font leur boulot. Et le boulot du journaliste, c'est d'abord d'aller enquêter, c'est d'aller voir sur le terrain ce qui se passe. C'est vraiment le premier des devoirs. Alors il y a évidemment le commentaire, et c'est très bien, mais il y a d'abord le terrain, l'enquête. Et de ce point de vue, on est content de recevoir Régis Le Sommier, qui est directeur de la rédaction de l'Omerta, ce nouveau média digital d'enquête et d'investigation. Alors, Régis Le Sommier, vous revenez du Donbass. C'est au Donbass, c'est bien ça? Oui, tout à fait, oui. Alors, où vous étiez exactement? Vous êtes resté une dizaine de jours sur le front, et on va dire vraiment en première ligne à un moment donné. Alors, c'était où exactement? Alors c'est la zone de Kremina-Svatovo qui se trouve au nord de Bakhmout, en fait. C'est une zone où il y a une intensité des combats assez extrême en ce moment, puisque les deux parties luttent pour le contrôle des routes, les voies d'approvisionnement justement vers l'agglomération de Bakhmout, donc après la chute de Soledar, qui est une sorte de verrou à côté. Qui est tombé, Soledar. Qui est tombé, oui, tout à fait. Les Russes, oui. Voilà, et donc les Russes tentent de prendre le contrôle de ces routes, donc il y a une intense activité militaire dans ces zones. C'est essentiellement des duels d'artillerie et on va en parler. Et donc la vie est un véritable enfer en fait dans cette pour les partie habitants, du monde. j'imagine. Pour les habitants aussi. Ouais. Alors il faut se rendre compte qu'en fait on est dans le Donbass qui a été conquis par la Russie après le 24 février. Donc dans une partie qui était très pro-ukrainienne avant, puisque la partie qui avait fait sécession, elle a fait sécession en 2014. Donc cette partie-là se battait contre l'autre. Donc les habitants qui sont dans ces zones-là sont des habitants qui sont plutôt pro-ukrainiens. Et donc on le voit d'ailleurs dans les villages avec des restes du drapeau ukrainien, des habits traditionnels dessinés sur les murs des écoles. D'ailleurs assez touchant de voir ça parce que quand on voit le rouleau compresseur qui écrase ces scènes qui autrefois pouvaient peut-être être un peu bucoliques, parce que l'Ukraine, ça peut être joli aussi parfois. Et là, on voit ces habitants qui sont avec les Russes, et les Russes, c'est les troupes d'occupation, avec tous les problèmes que ça peut poser, avec les guerres de partisans, avec la méfiance réciproque entre l'un et l'autre, et potentiellement des exactions qui peuvent se produire. Et qui perdurent depuis déjà assez longtemps, des années et des années. Alors, Régis Sommier, vous avez déjà été, depuis le 24 février, c'est la troisième fois que vous allez... C'est la troisième fois que je me rends en Ukraine. La première fois, j'y suis allé pour accompagner des volontaires français pendant un reportage pour le Figaro Magazine en avril dernier. Là, j'étais côté ukrainien, à Lviv, Odessa, Yavoriv, essentiellement. Et l'idée, c'était à l'époque, il y avait une sorte d'afflux de volontaires étrangers qui venaient un peu à la façon de la guerre d'Espagne, s'engager. Exactement. Il y avait des références comme ça. C'était passionnant de voir ces jeunes. J'en ai accompagné 3, dont 2 avaient combattu ensemble avec les Kurdes à l'époque, donc au Rojava, contre les djihadistes, contre Daesh. Donc ils avaient cette sorte de combattants internationaux qui font pas justement eux que parler, mais qui vont risquer leur peau pour des causes qu'ils estiment justes. Et aujourd'hui, le nombre des volontaires a baissé. Alors, le nombre des volontaires, oui, peut-être, mais le nombre des anciens soldats, certainement pas. Ce qui s'est développé, ce qui est mis en lumière à travers l'expérience de Wagner, c'est le retour de vieilles forces spéciales, de Spetsnaz, de militaires très expérimentés, avec, pour Wagner, la particularité d'avoir libéré des taulards et de les avoir envoyés au front. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
La brigade, par exemple, qui nous faisait face, on Vous était étiez côté russe. côté russe, Oui, et la ça. brigade en face s'appelle Kraken, et c'est le bataillon Kraken, et le bataillon Kraken, il est Qui est composé, ukrainien, lui. qui est ukrainien, et composé seulement de 40% d'Ukrainiens et de 60% de volontaires étrangers. Mais des volontaires, des anciens militaires, beaucoup de Polonais. Qui combattent les Russes, donc c'est une force d'élite. Donc il faut savoir que de part et d'autre, il y avait des vétérans. Moi, j'étais avec la brigade des vétérans russes, et donc on se rend compte qu'en fait, qui combat aujourd'hui sur cette ligne de front, en particulier, eh bien des vétérans qui ont connu un peu la même vie avant, qui ont fait des guerres, donc qui ont une expérience incroyable du combat, qui rend peut-être aussi la difficulté plus à chacun pour prendre des terres à l'autre. C'est beaucoup plus compliqué et c'est peut-être plus atroce. Et alors, avant qu'on prenne l'antenne, Régis Sommier, vous nous disiez qu'il y avait ce côté, et c'est très intéressant dans cette guerre, enfin, ce côté mélange d'armées régulières et de milices Tout à fait. de forces privées. Oui, C'est ça, Wagner a fait des petits. Moi, j'étais avec donc la brigade des vétérans, et la brigade des vétérans se définit elle-même comme une SMP, c'est-à-dire comme une société militaire privée. Sauf qu'elle est financée par l'État russe, mais l'idée, c'est les que... vétérans même, c'est ça, nous sommes une société militaire privée. Exactement, et c'est un petit peu la nouvelle forme de la guerre. D'ailleurs, j'ai appris que l'Ukraine étudie aussi la possibilité de créer elle-même des SMP. Les Américains en ont depuis longtemps. Donc il y a toute une forme de clandestinité ou d'opacité sur les groupes qui combattent aujourd'hui. Prestataires de services, presque. Un petit peu, et ils servent à quoi? Comme ils ont cette expérience militaire, certains ont fait la Tchétchénie, d'autres l'Afghanistan. Comme ils ont cette expérience, eh bien ils ont encadré les fameux 300 000 réservistes que Poutine a mobilisés fin septembre. On a assisté un jour à leur entraînement. D'ailleurs, ils tirent pas très bien. Enfin, on retrouve chez les Russes ce qui est assez qui est étonnant avec les Russes, c'est ce mélange en effet de détermination qu'ils puisent très très profondément. C'est un peuple où l'homme patriote en fait. Mais l'homme de la rue connaît l'histoire. Voilà, et la mémoire est très importante. Mais ils ont énormément de défauts. Par exemple, ils privilégient toujours le côté massif, le côté ils sont pas très rouleau compresseur, exactement. Donc les volontaires, bon, on les a vus à l'exercice, ils tirent pas très bien. L'encadrement est un peu bordélique, si je dirais. Mais c'est l'armée rouge de 40 qui part. C'est vagues humaines. C'est des vagues humaines, et finalement les Allemands à court de munitions finalement reviennent à Berlin. Donc là, c'est pas tout à fait la même guerre, faut quand même pas. Mais dans certains coins, c'est quand même troublant comment il y a cette répercussion de l'histoire. Par exemple, on s'est retrouvé un moment dans une forêt où il y avait des tranchées, et j'ai demandé à un des volontaires qui m'expliquait. J'ai dit mais pourquoi c'est des tranchées? Il me dit non, c'est des tranchées. Ce sont des tranchées allemandes. C'est le général Manstein qui a fait son offensive sur Kharkov, qui était basé là. Donc en fait, de la guerre de 40. Oui, on vit sur l'histoire en fait. Et les Russes, ils sont, et attention à ça, parce que j'entends souvent dire oui, c'est les obsessions de Poutine. Le Russe de base est obsédé par ça. On a peut-être pendant longtemps dans nos livres d'histoire, dans nos cours d'histoire, peut-être sous-estimer ces fameux 20 millions de morts russes pendant la guerre, l'impact que cette tragédie a pu avoir sur l'âme russe. En fait, c'est toujours là. C'est toujours là. C'est toujours là. Donc, il n'a pas été finalement il n'a pas été très difficile pour Poutine de convaincre une grosse partie de ses hommes d'aller combattre en leur disant vous allez faire la guerre de vos grands-parents. Eh oui, c'est ça. Alors justement, sans faire, vous avez été au front, vous avez dit que vous avez été c'est très rare pour des journalistes d'être en première ligne. En général, on est en deuxième, troisième ligne. Et là, on vous a emmené quoi, vraiment sous le feu, enfin. Alors en fait, on y est allé. Donc on a pendant un jour ou deux travaillé sur des positions d'artillerie qui étaient à quelques 500 mètres, 1 kilomètre. Déjà, c'est une zone très intense puisque beaucoup de combats là-bas ont lieu à base de duels d'artillerie en fait entre les chars, les obusiers, les lance-missiles, les grades, vous savez les fameux canons, les fameux orques de Staline qu'on voit dans les champs. Donc là, on est plutôt sur des positions d'appui-feu en fait pour la ligne de front. Et puis à la ligne de front, on y est allé dimanche dernier, et là, on est dans un univers
C'est une autre planète, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui frappe les d'abord, hommes vivent, si vous voulez, tout à coup vous êtes à Verdun, tout est détruit, on est enterré, il y a la tranchée, dans la tranchée il y a un bunker, dans le bunker il y a plusieurs et en fait dans ce bunker-là, vous avez des appareils électroniques qui reçoivent des informations de drones. Parce qu'aujourd'hui, l'importance des drones. Hein, c'est complètement dingue. Dans ce que j'appelle moi la cathédrale militaire, qui est le front, le drone, c'est la clé de voûte. C'est là où tout part et tout est reçu. Le drone finalement observe, donne les coordonnées des points d'artillerie, donne les coordonnées des tanks qui sont répercutés dans le bunker, qui vont elles-mêmes vers les obusiers, elles-mêmes vers les pièces d'artillerie. Et donc c'est l'ordinateur qui les récupère. Voilà. Et on manipule plusieurs drones. Les Russes quadrillent, et ils ont atteint une certaine expertise au niveau du front avec ça. Au début, on disait que c'était les Ukrainiens qui avaient l'avantage technologique avec les armes de l'OTAN. Là, du point de vue de la maîtrise des drones, aujourd'hui, les Russes sont très très bons parce qu'ils se sont mis, il faut bien comprendre, qu'ils se sont mis aujourd'hui dans une position défensive. Alors, ils grignotent certains villages, mais au niveau du front, ils ont bétonné tout. Il y a ce qu'on appelle des dents de dragon, qui sont des sortes pas des chevaux de frise, mais des espèces de pylônes pour anti-chars qui sont partout positionnés. Donc, en fait, le problème, c'est que on part avec les nouveaux chars, l'envoi de nouvelles armes à l'Ukraine dans une perspective de reconquête du territoire ukrainien. Léopard, etc. Et les Russes, je peux vous dire, ont fait en sorte que chaque kilomètre carré de territoire ukrainien, s'il doit être reconquis par l'armée ukrainienne, va coûter énormément en sang. Là, ils se sont vraiment barricadés. C'est quand le président de la Douma qui dit oui, amenez vos chars, on va les brûler. Oui, je ne sais pas. Il y a toujours un peu de il y a de la propagande, voilà, bien sûr. Et puis il y a des gens. En même temps, vous dites les Russes sont préparés, ils ont au début c'était pas ça. Oui, là, non, il l'avait pas fait à Kherson. Je me souviens très bien d'être allé sur les lignes de front à Kherson. C'était pas du tout creusé de cette façon. Il y avait des positions de défense, mais il y avait pratiquement pas d'armes lourdes. Là, il y a quasiment que de l'arme lourde. J'ai vu des colonnes de T-72 se prépositionner dans la zone où on était. Il y a on m'a dit, j'ai pas pu le vérifier, mais qu'il y avait 60 chars. 60 chars. J'ai vu un T-90. Vous savez, on parle des Léopard 2, c'est l'équivalent côté russe. Donc, ils sont là, ils ont là aussi pareil une sorte de fanatisme, en tout cas chez les troupes avec qui j'étais, ou le soldat qui discute dans la cuisine parce qu'on habite dans des maisons. Et vous disent quoi alors ces soldats, ils disent quoi Il y a plusieurs cas. Il y a le vieux soldat qui va vous raconter sa guerre, etc. Un peu comme dans toutes les armées. Il y a le jeune. Moi, ce qui m'a surpris, c'est un jeune qui faisait des études de traduction à Voronej, aucune expérience militaire et qui a décidé de s'engager. Alors il explique que lui, il a une attitude très pro-russe, mais en même temps un peu moderne, disant que pour lui, la Russie ne souhaite absolument pas envahir la Pologne ni la France. Il me dit, moi, je me bats pour mes enfants. Je veux que le mode de vie qu'on a ici, on veut pas de votre mode de vie. Voilà. Ah oui, carrément. Ouais. Oui, il me dit ça. Voilà. Votre mode de vie occidental. Votre truc avec les homosexuels, etc. Donc c'est ça le discours. Hein. Moi, je vous transcris tel que je l'ai entendu. J'ai eu aussi une infirmière tchétchène, donc qui était voilée. C'est toujours un peu surprenant de voir le paradoxe avec une Kadyrovsky, c'est-à-dire une fan de Kadyrov, et qui en même temps parle de Poutine comme un dieu. Et puis on lui dit, mais Poutine, il a quand même. Moi, je lui ai dit, Poutine, il a quand même assassiné vos frères, il a quand même assassiné vos pères. Oui, mais maintenant c'est notre chef. Voilà, Poutine c'est notre chef. Donc il y a à la fois un raisonnement extrêmement simpliste, mais c'est vraiment eux et nous. Voilà, votre monde à vous et notre monde à nous. Et vous êtes venus nous emmerder et donc vous avez la guerre. C'est un peu ça qu'ils disent. Donc partant de là, à travers outre l'expérience humaine qui peut fragiliser, c'est-à-dire que j'ai quand même vu des soldats qui étaient très très éprouvés, mais vu les conditions que moi-même j'ai trouvé ça dur. J'y ai passé une semaine. J'imagine ce que ça fait pour des types qui sont là depuis le premier de l'an ou depuis 3 mois. Donc du coup, je me suis dit, oui, il y a les hommes, l'usure des hommes, etc.
Mais sinon, ça m'a paru d'être d'une puissance incroyable. Donc quand je vois... Alors, je pense qu'en face aussi, ils sont très durs. Hein. Je me doute pas que le régiment Kraken et que... Ils sont aussi déterminés, bien etc. sûr, bien sûr. Mais juste, Régis Le Sommier, en prenant un peu de distance, justement, en regardant ça avec l'expérience que vous avez eue, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, encore une fois, on peut que spéculer là, mais quand même, que cette guerre va encore durer et que le rapport des forces aujourd'hui a changé par rapport à ce qu'on entend. On dit oui, mais voilà, mais en fait, même la Russie peut être, en tout cas, sinon vaincue, mais du moins arrêtée, stoppée. Négociation, il faut d'abord aider l'Ukraine, les négociations viendront après. Comment vous le ressentez? Comment on peut le ressentir? Moi, il y a mon ressenti personnel, si vous, oui, c'est ça qui vous, c'est que ce que j'ai vu là-bas, moi, ça m'a effrayé. Ça m'a effrayé parce que le contraste que j'ai eu en rentrant, c'est que j'entends des gens, en effet, vous parlez de gens sur des plateaux télé ou de généraux qui ont fait la guerre sur les cartes, qui disent, si on ne continue pas à armer l'Ukraine va perdre et c'est la démocratie qui va perdre. Ok, c'est peut-être dans l'absolu un très bon raisonnement. Seulement, la guerre, faut être prêt à la faire. Et ce que j'ai vu, je pense pas qu'on soit prêt à faire cette guerre-là. Une guerre aussi intense. On n'est même pas au quart de ce que sont capables de supporter les Ukrainiens. Et les Russes sont aussi capables de supporter ça. Quand on veut la guerre ou quand on se dit on va se battre pour la démocratie parce qu'on estime que là-bas c'est la démocratie qui est en jeu, faut être en mesure de la faire. Faut être en mesure d'avoir des chefs. Ouais. Et j'ai malheureusement le sentiment que nos chefs font partie de cette génération qui n'a jamais connu la guerre. Chirac avait connu l'Algérie. Colin Powell, que j'ai bien connu quand j'étais correspondant aux États-Unis, lui a essayé de retarder Bush dans son folle aventure irakienne. Je me souviens d'une anecdote où, au moment de l'invasion de l'Ukraine, pas de l'Ukraine, de l'Irak, parfois on fait la confusion, Colin Powell avait été invité par Bush à venir dans son bureau, et Bush, qui était un homme qui aimait souvent avoir des positions un peu différentes, même s'il était très déterminé, demande à Powell, il sentait bien qu'il était réticent à cette guerre. Il dit, qu'est-ce que vous en pensez, Colin? Et Colin Powell, faut pas l'oublier, est quelqu'un qui a fait le Vietnam. Ouais. Qui a cette expérience. Bush, lui, a fait la garde nationale, il n'y a pas été, etc. Donc, on est souvent plus va en guerre quand on n'a pas fait la guerre. Et parce qu'on peut imaginer qu'un conflit en armant... On le sent aujourd'hui ici sur nos plateaux. C'est ça, voilà. Et Colin Powell dit à Bush, à propos de l'Irak, il lui a dit, c'est la règle du magasin de porcelaine. Vous cassez quelque chose, vous êtes obligé de le payer, il est à vous. You break it, you own it. You own it. Ouais. Dit en anglais, and c'est you beaucoup. Pay for it. And you pay for it. Et c'est ce qui s'est passé. L'Irak est devenu l'Amérique. L'Irak a appartenu à l'Amérique, l'Afghanistan a appartenu à l'Amérique pendant 20 ans. Et on a vu le résultat. La vraie question aujourd'hui par rapport à nos dirigeants, c'est est-ce que l'Ukraine est notre guerre? Est-ce qu'on veut que l'Ukraine nous appartienne? Est-ce que l'Ukraine, doit être, veut devenir l'Europe ou la France? Et si on veut être va-t-en-guerre, il faut être courageux et y aller jusqu'au bout. Mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui on ait des leaders de la trempe de Churchill ou d'Eisenhower. C'est ça le problème. Mais en tout cas, on a des gens qui se réunissent. Que les peuples veulent y aller aussi. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on s'est construit depuis 70 ans, en particulier avec l'Allemagne. S'il y a une seule réussite qu'on peut clamer en Europe, c'est de pas avoir fait de guerre avec l'Allemagne depuis 80 ans. Et ça, c'est quand même un trésor. Mais nos peuples n'ont plus été habitués à cette guerre. Nos peuples ne veulent plus la guerre. Regardez les Allemands. Les Allemands, ils sont réticents avec les léopards. Pourquoi? Parce que voir des panzers défiler comme en Ukraine, quelque part, ça leur rappelle une angoisse quasi existentielle. C'est clair. En fait, oui, c'est ça. Mais c'est tout le problème et effectivement, il est posé. Régis Le Sommier, en tout cas, merci de ce témoignage. Merci de m'avoir reçu. Et on va pouvoir suivre évidemment les films sur la chaîne sur le documentaire sera un documentaire très très fort qui sera prêt début février. Très bien. Et puis je sais que vous préparez un livre là-dessus. Tout à fait. Et vous reviendrez nous en parler. Absolument. Merci André. Merci à vous.